les trois autres pouvoirs tremblent. Parfois, vous ignorez ça. Vous ne savez pas, quand vous parlez avec des arguments solides, irréfutables, comment vous faites manquer de sommeil aux prédateurs. Usez de votre pouvoir positivement et dans l'intérêt du pays. Nous, je ne suis pas venu aujourd'hui pour demander que les journalistes soient de notre côté. Vos critiques, si on ne vous critique pas, alors vous allez tout droit vers la dictature. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Moi, j'accepte les gens qui nous critiquent et ils nous aident à nous améliorer. Et je veux que les gens qui nous critiquent continuent de nous critiquer. Vous comprenez? Il faut qu'ils nous critiquent. Et nous allons profiter de ces critiques pour nous améliorer. Qu'ils restent dans les critiques, ça nous aide. Ceux qui nous critiquent sont aussi nos serviteurs. Et ceux qui nous appuient, j'aimerais qu'ils nous appuient, non pas dans le militantisme, non pas dans les dialogues, mais qu'ils nous appuient en regardant effectivement ce que nous faisons, si c'est bon, de nous appuyer. Voilà pourquoi nous sommes venus pour vous communiquer, pour que ceux qui nous critiquent en connaissance des causes, et ceux qui nous appuient également en connaissance des causes. Voilà les journées d'échange citoyen instaurées par l'inspection générale des finances sont des journées de sensibilisation des couches sociales pour faire porter les messages de la lutte contre la corruption et le détournement et pour faire comprendre à ceux-là qui peuvent influer positivement sur la marche de la nation comment nous faisons notre travail. Président, j'ai dit je vous remercie. 30 minutes. J'allais dire vite amen. Bon, je pense que c'était un peu plus clair. Ce que je vous propose, c'est clair. C'est très clair. Mon rôle, c'est de signer l'ordre d'émission. L'exécution, nous avons des inspecteurs généraux, chefs de brigade, qui ont la mission d'encadrer, d'exécuter. Ils finissent, je ne vois que les rapports finaux. Et quand il y a les rapports finaux, ces inspecteurs généraux sont autant que moi, inspecteurs, revêtus des mêmes compétences. Donc quand ils rendent leurs conclusions, même moi, je suis devant un fait. Je ne peux pas modifier une seule conclusion d'un inspecteur. Parce qu'il nous amène les conclusions. Et nous, au niveau de la direction, on ne fait qu'analyser les conclusions et adopter. Imaginez que je me mette, moi, à prendre les rapports des inspecteurs à mettre dans les tiroirs, ou à prendre les rapports des inspecteurs à dire non, cette conclusion, il faut modifier. Je vais être la personne qui aura mis frein à un élan patriotique parmi les inspecteurs. Je ne peux pas jouer à ces rôles. Je peux vous dire, parfois, je me retrouve devant des situations embarrassantes. Tout récemment, le PCA de l'ONATRA, qui est à Makala, et mon cousin, je vous le révèle. Mais j'étais devant une évidence. Je ne peux rien faire. Il venait me voir à tout moment quand il a été nommé. Je lui ai dit, faites attention, faites attention. Quand on est parti le contrôler, je ne pouvais rien faire d'ailleurs. Je n'étais même pas là. C'est mon adjoint qui a déclenché la mission. Les conclusions sont arrivées, nous tous, devant l'évidence. Je ne pouvais rien faire, rien. Et il est à Makala. On est devant, parfois on est mal compris. Je peux même vous dire, moi les jours où j'ai vu les conclusions des enquêtes de Boukangalonzo, j'étais très mal à l'aise. Très mal à l'aise parce que moi, j'ai étudié avec l'ancien Premier ministre. Un homme très intelligent, compétent et organisateur. Nous sommes de la même école. Partout où nous passons, nous laissons des traces d'organisation. Vous sentez qu'il y a un organisateur qui passe. Je ne savais pas que les conclusions des enquêteurs pouvaient être celles-là. Mais quand
les conclusions sont arrivées, je peux vous dire vraiment que j'étais quelque peu déboussolé et affaibli. Parce que je n'ai pas la compétence de modifier les conclusions du travail des inspecteurs. Sinon, je vais entrer en guerre avec eux. C'est eux qui font leur travail. Donc, ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle et ce n'est pas mon travail. Donc, moi, quand les conclusions arrivent, ces conclusions-là deviennent des conclusions de l'inspection générale des finances et je suis obligé de défendre cela. Malheureusement, on ne se comprend pas. Tout récemment, tout ce qu'il y a comme bruit, je n'ai jamais été dans une entité pour faire un contrôle. Celui qui amène tous les prédateurs arrêtés dans la patrouille financière, c'est le chef de brigade de la patrouille financière. Il est sur terrain, je ne sais pas s'il est là. Voilà, c'est lui. C'est lui qui dirige la patrouille financière. Voilà. J'aimerais que vous sachiez qu'avant nous, les rapports de l'inspection générale des finances étaient uniquement destinés à notre hiérarchie. Vous contrôlez, vous faites les rapports, vous envoyez au cabinet du chef de l'État pour exploitation. C'était ça le mode opératoire. Nous avions dit il ne sera plus question. Nous devons changer. Nous avions visé alors 3 niveaux de sanctions. 1. Quand nous contrôlons, nous établissons les rapports, nous devons tout faire pour activer la sanction administrative. La sanction administrative, c'est la sanction que doit donner l'autorité de qui dépend les contrôlés. On contrôle les DG, nous devons harceler, excusez-moi le terme, son chef hiérarchique, qui est le ministre, à les sanctionner. Bien sûr, nous passons par notre hiérarchie, nous faisons les rapports, le rapport est adopté, nous avons des instructions, nous l'orientons aux responsables de l'entreprise. Si c'est un établissement public, c'est les ministres sectoriels. Si c'est une entreprise publique, c'est les ministres du portefeuille. De mon pays, d'éviter beaucoup d'interrogations et beaucoup de questions pour que nous ayons beaucoup de préoccupations, pour que nous ayons moins de questions. Je vais rapidement, en 10 minutes, vous parlez tout d'abord des conséquences des détournements. Vous le savez tous, on a suffisamment communiqué là-dessus. La première des conséquences que vous devez savoir, les détournements des deniers publics détériorent la qualité de la vie sociale. Cela est une évidence. Les données que nous avions trouvées de nos finances publiques, sur 100 $ sortis des finances publiques pour un intérêt commun, il n'y avait que 20 $ qui arrivaient à destination. Donc 80 $ prenaient une destination personnelle. Et cela est illusoire si vous voulez arriver à un développement. C'est impossible. Il n'y a pas un environnement corruption zéro ou détournement zéro. Faux, qu'on ne vous trompe pas. Les pays les plus modernes dans ce domaine-là, ils sont à 80%. C'est Norvège et Australie qui sont en tête. Ils sont à 80%, ça signifie que lorsqu'on sort 100 $, on peut retracer 80 $ dans l'usage collectif et 20 $ prend une destination inconnue. Donc, je voudrais dire que les proportions nous semblent étaient inacceptables. Nous devions donc prendre ces problèmes comme une priorité. Les degrés étaient trop élevés. Les détournements des deniers publics créent un enrichissement d'une minorité de gens. L'ancien Premier ministre Matata a parlé de 1 ou 2% au maximum des gens qui s'enrichissent, au détriment des plus de 98% d'entre nous qui restent dans la misère. Et nous donnons l'impression à les générations qui arrivent que pour être riche, il faut aller dans la gestion publique. Or, ça ne doit pas être le cas. Quand on est gestionnaire public, on ne vient pas pour s'enrichir, on vient pour servir son pays. Et si nous continuons à laisser cette minorité de 2% ou 1% qui accède à la gestion publique s'enrichir et donner l'impression à tout le monde que c'est là qu'on peut devenir un homme, nous sommes un pays qui va tout droit vers le mur. Voilà pourquoi nous relevons cela comme conséquence et ça détruit
tout le monde. Les détournements des deniers publics aggravent le sous-développement, la misère, la pauvreté. Si vous prenez les statistiques de développement, vous allez voir que le sous-développement est intimement rattaché au niveau de la corruption. Les pays les plus corrompus sont les pays sous-développés. Et les pays moins corrompus sont les pays développés. Donc, il y a un effet réel de la corruption, du détournement dans le développement. Nous ne pouvons pas prétendre devenir un pays développé, avoir des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, lorsque nous avons un tel degré de prédation et de détournement. Faux. Donc, nous avons tout intérêt à nous investir pour combattre ces phénomènes, pour donner la chance à notre pays de relever la tête. Les détournements engendrent sans nul doute, vous le savez, la pauvreté, la famine et le chômage. Le chômage parce que on ne peut pas espérer l'amélioration du climat des affaires. On ne peut pas espérer avoir de véritables investisseurs dans un environnement de corruption. Un environnement où vous ne savez pas les concurrents comment ils gagnent les marchés. Vous vous réveillez le matin, vous voyez quelqu'un qui est dans le même domaine de travail que vous, il gagne un marché, vous ne savez pas comment on fait pour gagner les marchés. Quand vous parlez avec les investisseurs, que ce soit les Américains les plus sérieux, pas les investisseurs qui viennent ici entre deux guillemets, cherchant les mines, les diamants et les autres, les véritables investisseurs, ils vont vous dire qu'ils ne peuvent pas venir dans un environnement corrompu. Un investisseur, pour moi, c'est celui qui arrive, qui fait les transferts de technologies, qui vous implante une usine, qui transforme ce que vous avez ici comme matière première, qui les transforme en produits finis et qui crée véritablement de l'emploi. Pas des investisseurs qui viennent pour prendre nos terres en termes de minerais et l'amener pour aller donner de l'emploi ailleurs. Donc, aucun investisseur sérieux ne peut venir dans un environnement où il y a la corruption. Par conséquent, le chômage dont on est en train de se plaindre aujourd'hui, c'est une conséquence des détournements des deniers publics et de la corruption. Vous ne pouvez pas combattre le chômage si vous ne comprenez pas réellement qu'est-ce qui se passe. Le Congo n'a pas manqué de compétences. Beaucoup de professeurs d'université ont dirigé ces pays, ils ont tous échoué. Les économistes, les juristes, les compétents, mais ils ont échoué parce qu'il y a une dimension que nous estimons importante dans la gestion publique qu'on devait capitaliser, c'est la lutte contre la corruption, l'impunité dans la gestion publique qu'on n'a pas capitalisé. Et c'est ce qui a fait échec à notre point de vue. Je voudrais enfin terminer en disant que la corruption et le détournement des deniers publics entraînent une perte de crédibilité internationale pour le pays. Dès lors que vous êtes côté un pays corrompu, un pays de détourneurs, un pays de prédateurs, vous n'avez aucune crédibilité sur le plan international. Les autres nations vous accordent une importance, une place de valeur lorsque vous vous investissez efficacement dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Sous d'autres cieux, ce sont des infractions qui sont sévèrement punies. Vous serez en Corée du Nord. Vous n'avez pas d'autre sort que d'être livré à la mort. Vous serez en Chine, c'est la même chose. Et vous serez aux États-Unis, des salaires, c'est là que nous on apprécie l'attitude des Américains. Que vous ayez investi votre argent de la fraude, de la drogue, créer des usines, dès lors que l'origine c'est la corruption, la fraude, le détournement, vous êtes arrêté, vous êtes mis en prison pour 150, 200 ans de prison. Parce qu'ils ont compris les méfaits, les conséquences que créent ces phénomènes dans l'avenir de toute une nation. Ainsi terminé rapidement les conséquences des détournements des deniers publics, je voudrais brosser les stratégies mises en place par l'Inspection générale des finances pour lutter contre les antivaleurs dans la gestion publique. Je vous ai dit que ce travail ici, que fait l'Inspection générale des finances, nous ne sommes qu'un service d'exécution. La décision politique de lutter contre l'impunité est une décision du chef de l'État. Et le chef de l'État nous a confié cette mission. Et quand le chef de l'État nous avait confié cette mission avec mon adjoint,
nous avions présenté notre plan pour aller dans ce combat. Dans ce plan, c'est là que je trouve les stratégies que je vais rapidement décliner ici. Nous avions dit que premièrement, il fallait mobiliser les ressources humaines et financières importantes. À notre arrivée à l'inspection générale des finances, nous avons trouvé, nous avions été nommés le 30 juin 2020, nous avions pris fonction le 7 juillet 2020. Nous avions trouvé l'inspection générale des finances avec des frais de fonctionnement de 60 000 $ le mois, avec un effectif de 50 inspecteurs généraux. Aucun inspecteur de finances, tous étaient des généraux. Notre plan était de rajeunir le corps d'inspecteurs de finances. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons un effectif de 225 inspecteurs de finances. Donc nous avons multiplié les effectifs de l'inspection générale des finances pour entrer dans cette lutte. Nous avions, dans cet ordre d'idées, mobilisé ces ressources humaines. Nous avions fait comprendre aux inspecteurs de finances, parce que nous avions très bien compris les problèmes de l'inspection générale des finances. Nous avions fait comprendre aux inspecteurs de finances la nécessité de s'engager dans la lutte. Donc, nous avions fait un travail de sensibilisation interne. Je vous jure, si nous n'avions pas fait ce travail en interne, on ne pouvait pas avoir des résultats à l'extérieur. Nous ne sommes pas des saints, nous vivons dans cet environnement des Congolais. Donc, il fallait tout d'abord mobiliser les troupes à l'intérieur, démontrer les méfaits et, comme vous devez le savoir, il lui faut un minimum de confort pour assurer la vertu. Ça, c'est moi. Donc, il fallait travailler sur les conditions du travail, les conditions financières des inspecteurs de finances pour les motiver à aller dans cette lutte. C'est ce qui justifie, au mois de septembre 2020, nous avions procédé à des réformes sur le mode de gestion de ces services. Le mode de gestion que le Cordo vous a brossé. Nous avions quitté les mécanismes de frais de fonctionnement pour accéder au mécanisme d'une rétrocession axée sur le niveau des recettes réalisées par les pays, et l'inspection générale des finances est reconnue comme service d'appui à la mobilisation des recettes. Donc, on quittera les frais de fonctionnement de 60 000 $ avec 50 inspecteurs généraux pour faire le travail sur l'ensemble du territoire, pour avoir 225 inspecteurs des finances, et le gouvernement nous reconnaîtra de fonctionnement en termes de rétrocession qui est lié au niveau des recettes réalisées. Deuxième réforme que nous avions entrepris pour aller dans cette lutte, c'est la réforme des structures de l'inspection générale des finances. Quand nous sommes arrivés, nous avions trouvé 4 brigades. Les brigades sont des unités opérationnelles qui exécutent des missions. Nous en avions trouvé 4. Et ces brigades-là, dans leur forme, existent depuis 1987, soit près de 35 ans. Alors que les finances publiques ont connu une évolution. Quand vous allez à la DGI, il y a eu tellement de changements, La DGI était adaptée, la DGRAD était adaptée, la douane était adaptée. Nous, on est resté 35 ans en arrière. Il a fallu restructurer l'organisation administrative de l'inspection générale des finances pour l'adapter à la donne des finances publiques actuelles. C'est ce qui nous a fait passer de 4 unités d'attaque, unités opérationnelles, à 10. Ces unités se reconnaissent dans les missions reconnues à l'inspection générale des finances. Missions dans les entreprises, missions dans les comptes généraux du Trésor, missions au péril de notre vie et parfois des menaces. Nous nous sommes impliqués. Il y a eu beaucoup de phénomènes que nous avions constatés. On vous a parlé des exonérations, des compensations, mais je voudrais ici relever un problème sérieux qui caractérise notre finance publique, les paiements en procédure d'urgence, qui sont des paiements qui ne suivent pas la procédure légale et qui quittent directement les ministères des Finances vers la Banque centrale. Déjà en 2020, nous avons relevé que les dysfonctionnements que nous avons été créés par ces paiements, et nous nous sommes impliqués pour que le gouvernement puisse y mettre fin et définir clairement ce qu'on doit comprendre par dépenses en procédure d'urgence. Je voudrais également rappeler ici
que nous avions travaillé en 2020 auprès de tous les opérateurs miniers pour nous assurer du rapatriement des devises d'exportation. On était dans une situation d'inspection générale des finances. Nous subissons des formes de contrôle. Les premiers contrôles portent sur les fonds mis à notre disposition pour fonctionner. Le deuxième contrôle porte sur la régularité technique des actes de contrôle que nous faisons. En ce qui concerne les fonds mis à la disposition de l'inspection générale des finances, j'aimerais que vous sachiez que tous les services de l'État qui bénéficient des fonds publics, ces fonds publics passent par des personnes que nous appelons les comptables publics. On ne peut pas mettre les fonds publics à la disposition d'un gestionnaire. On les met à la disposition du comptable public. Le Sénat a un comptable, l'Assemblée nationale a un comptable, la présidence a un comptable, tous les ministères ont un comptable, l'inspection générale des finances a un comptable, la Cour des comptes a un comptable, le parquet général a un comptable. Tous ces comptables reçoivent des fonds qui doivent être utilisés par les ministères, les institutions, les services que nous sommes. Ces comptables-là sont soumis à 4 types de contrôles en ce qui concerne l'utilisation des fonds. Il y a premièrement le contrôle de la comptabilité publique, qui est une direction du ministère des Finances qui contrôle tous les comptables sur les fonds mis à leur disposition, comment les gestionnaires l'ont utilisé. Deuxièmement, il y a le contrôle de la reddition des comptes. Il y a encore une direction du ministère des Finances qui contrôle les comptables chaque année, parfois chaque 6 mois, l'utilisation des fonds mis à leur disposition que les services ont utilisés. Nous avons encore les contrôles de la direction de l'audit du ministère des Finances qui contrôle tous les comptables sur les fonds mis à leur disposition. Quatrième niveau de contrôle, c'est l'inspection générale des finances qui contrôle tous les comptables. Et 5e niveau, c'est la Cour des comptes. Donc, nous, en tant qu'Inspection générale des finances, sur les fonds, nous subissons les contrôles de la comptabilité publique, les contrôles de la reddition des comptes, les contrôles de la direction de l'audit du ministère des Finances et nous subissons les contrôles de la Cour des comptes. Autant que nous pouvons aller contrôler les comptables qui y a à la Cour des comptes parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas s'auto-contrôler. En ce qui concerne les volets travail technique, comme notre mission de contrôle, il n'y a aucun organe qui les contrôle, nous subissons les contrôles hiérarchiques, c'est-à-dire c'est la hiérarchie qui est placée au-dessus de nous, qui fait le contrôle de la qualité technique du travail fait par l'inspection générale des finances. Et sur ce point de vue, je veux que vous sachiez que l'inspection générale des finances relève de l'autorité directe du chef de l'État. Et pourquoi? Cela ne fait pas de l'inspection générale des finances un service de la présidence. L'inspection générale des finances est un service public. Nous sommes des fonctionnaires. Mon adjoint et moi, nous sommes entrés à l'inspection générale des finances le 30 septembre 1989. Aujourd'hui, 34 ans. Et nous ne sommes pas sortis. Nous sommes restés 34 ans et nous avions gravi les échelons. Nous sommes arrivés ici comme des stagiaires. Et nous avions été confirmés. Nous avions gravi les 6 échelons de l'inspection générale des finances pour arriver jusqu'au bout. Nous avons traversé des régimes, nous avons traversé beaucoup de choses pour être là aujourd'hui. Nous sommes des fonctionnaires disposant d'un numéro matricule à la fonction publique. Sauf que quand vous devenez chef de service et chef de service adjoint, vous avez les rangs qui vous est donné, les rangs des ministres et vice-ministres. On vous fait quitter de la liste des payes des fonctionnaires pour vous mettre sur la liste de paye des membres du gouvernement. Mais nous avons des numéros matricules. Demain, si ces fonctions cessent, nous restons dans ce corps comme inspecteur général, fonctionnaire au grade de secrétaire général. Les inspecteurs de finances ont 3 grades. Nous avons des inspecteurs de finances chefs de division, des inspecteurs de finances directeurs, là ils sont inspecteurs principaux, et des inspecteurs de finances secrétaire général, c'est dont on appelle inspecteur général. Et j'aimerais donner cette précision parce que la plupart des personnes qui conduisent les missions de l'inspection générale des finances sont des secrétaires généraux, inspecteur général, secrétaire général nommé par ordonnance. Nous avons
aucun inspecteur général qui est commissionné. Tous ont été nommés par ordonnance présidentielle. Et dans ce service, nous avons plus de 80 secrétaires généraux nommés par ordonnance présidentielle qui exercent les fonctions d'inspecteur général. Et dans la hiérarchie administrative reconnue par nos statuts, un secrétaire général, il est au-dessus d'un directeur général. Parfois, nous avons les confusions quand on voit les directeurs généraux. C'est quoi se mettre au-dessus d'un inspecteur général? Un inspecteur général, il est avant tout secrétaire général. Et un secrétaire général, il est au-dessus d'un directeur général. L'administration, dans l'administration, nous avons secrétaire général, directeur général, et vous commencez à descendre. Je voulais donner ces précisions-là pour que nous puissions comprendre comment nous fonctionnons. Je voudrais également relever une chose avant que je puisse intervenir en ce qui concerne les résultats auxquels nous sommes arrivés. Nous avions voulu porter le contrôle des finances publiques, non pas vers les comptables, qui ne sont que des agents qui subissent. Nous avions voulu porter les contrôles plus haut. Les contrôles devaient être portés vers les gestionnaires, les vrais gestionnaires publics, c'est-à-dire les membres du gouvernement, les mandataires publics ainsi que les gouverneurs. C'est au fait ce que nous avions voulu aujourd'hui porter comme un niveau de contrôle. Je voudrais également, en termes de résultats résumés, que pour nous, c'est pour la première fois dans l'histoire de l'inspection générale des finances qu'en une année, nous ayons mis fin à la prédation dans près de 20 entreprises publiques et nous avions mis hors d'état de nuire plus de 30 mandataires, certains se retrouvant en prison et d'autres en chômage. Je ne me réjouis pas, mais je suis en train de m'expliquer. De l'histoire de notre service, on ne mettait en cause que des comptables ou des directeurs financiers. C'est plus la première fois qu'on a mis les curseurs plus haut et nous avions commencé petit à petit à avoir des résultats. Et c'est pour la première fois que nous avions déclenché les leviers de traduire les auteurs des actes de détournement devant la justice. Ça aussi, je vais expliquer cela. Pourquoi? Parce que l'inspection générale des finances relève de l'autorité directe du chef de l'État, mais les inspecteurs des finances revêtus de la qualité d'OPJ dépendent également du procureur général. Donc, lorsqu'ils exercent leur mission et qu'ils découvrent des actes de détournement qui sont des actes répréhensibles par rapport au code pénal, les inspecteurs des finances sont obligés de saisir le procureur général pour déclencher l'action publique. Et nous avions activé cette réalité-là. Donc, nous avons cette double dépendance où nous relevons de l'autorité directe du chef de l'État sur le plan administratif et nous relevons du procureur général pour activer les poursuites en cas de découverte des actes de détournement. Pourquoi nous relevons de l'autorité directe du chef de l'État? Nous relevons de l'autorité directe du chef de l'État parce que de l'histoire de l'inspection générale des finances, l'inefficacité de ces services était... Merci à vous, mesdames et messieurs de la presse. Mon intervention va s'articuler autour de deux points. Le premier point sera les conséquences de la prédation financière dans la vie collective de tout un chacun de nous. Et deuxièmement, je vais parler des stratégies mises en place par l'inspection générale des finances pour mener la lutte contre la prédation financière dans la gestion publique. Mais avant d'y arriver, je voudrais donner quelques petites précisions sur les interventions de mes prédécesseurs parce que je pense de la clarté de l'exposé dépendra les questions que vous allez nous poser. Donc il est important à mon point de vue que je puisse guider certaines préoccupations pour que ça ne puisse pas revenir
en termes de questions. Je voudrais au préalable que vous sachiez que la lutte contre les détournements des deniers publics est une volonté du chef de l'État. C'est lui qui a pris cette décision et il a confié la mission, entre autres, à l'inspection générale des finances. Parce que nous ne sommes pas seuls. Il y a l'APC, il y a le Sénaref et il y a la Cour des comptes. Chacun de nous donc avait reçu mission de s'investir dans cette lutte et de présenter son plan stratégique. Et nous, l'inspection générale des finances, nous avions présenté notre plan stratégique qui a été adopté et que nous mettons en application chaque jour. Donc, tous les gestionnaires publics qui ne réalisent pas encore que ce que l'inspection générale des finances fait est en réalité les directives et recommandations du président de la République se trompent. Voilà pourquoi ils ont beaucoup de problèmes. Nous ne sommes que les bras d'exécution de la vision de la lutte contre l'impunité qui vient de se déclencher dans notre pays. Je voudrais donner quelques précisions en commençant rapidement par donner les domaines d'intervention de l'inspection générale des finances, tel que ça a été dit, pour que vous puissiez bien les retenir. Nous intervenons dans le contrôle du trésor public. Le trésor public, avec le compte général du trésor situé à la Banque centrale, qui prend les recettes et les dépenses de l'État. Nous intervenons pour contrôler la régularité de toutes les opérations qui sont passées dans ces comptes. Nous intervenons pour contrôler la régularité des opérations de gestion dans les entreprises du portefeuille de l'État et dans les établissements publics, ainsi que tous les autres services publics. Nous intervenons. Nous sommes là également pour intervenir au niveau des provinces et entités territoriales décentralisées pour nous assurer de la régularité des opérations financières qui se passent à ce niveau-là. Nous intervenons également pour examiner tous les marchés publics passés en RD Congo pour détecter les faits de corruption, les faits de détournement des deniers publics qui sont cachés au travers de tous les contrats de passation des marchés publics. Nous intervenons également pour contrôler le fonctionnement de la Banque centrale du Congo. Nous intervenons également pour contrôler les biens publics, les maisons de l'État, les véhicules de l'État, leur acquisition et leur utilisation. C'est pour autant dire que le domaine de l'intervention de l'inspection générale des finances commence par les finances et biens publics du pouvoir central, les finances et biens publics des provinces et ETD et autres entités où il y a des intérêts financiers de l'État. Je voudrais également préciser ici les formes de contrôle qui existent en finances publiques. Nous avons trois formes de contrôle que nous exerçons en finances publiques. Il y a les contrôles a posteriori, il y a les contrôles concomitants et il y a les contrôles a priori. Les contrôles a posteriori, c'est un contrôle qui s'est fait exercice terminé. C'est-à-dire, comme on est en 2022, un contrôle a posteriori, c'est le contrôle de la gestion 2021, 2020, 2019, 2018. Ça suppose que le gestionnaire ait présenté les comptes dans un rapport. Il présente les comptes et on fait le contrôle de ces rapports. Ça, c'est un contrôle a posteriori qui suppose qu'on laisse le gestionnaire poser les actes de gestion, qu'il présente les comptes et que vous revenez une année après pour voir la régularité des opérations qu'il avait passées. Il y a les contrôles concomitants, qui est un contrôle qui doit se faire au même moment que les actes de gestion sont en train d'être posés. Ça suppose que c'est un contrôle
en cours d'exercice. Comme nous sommes en 2022, le contrôle concomitant s'est fait sur les opérations de gestion que les gestionnaires sont en train de poser actuellement. Et nous avons le contrôle a priori, qui est un contrôle qui doit se faire avant que les gestionnaires puissent poser un acte. Avant que les gestionnaires puissent poser un acte, on peut placer un verrou de contrôle. Les choix entre les trois types de contrôle dépendent du degré des antivaleurs constatés dans la gestion publique. Dans des environnements où les gens sont civilisés, ils ont intériorisé l'existence de contrôle, on laisse le contrôle a posteriori. On laisse les gens travailler, présenter les comptes, et vous revenez une année après, 2 ans, pour regarder comment ces opérations se sont passées. Et cela suppose que lorsque vous découvrez des faits de mégestion ou des faits de détournement, que vous ayez une justice forte. Parce qu'on suppose que les gens qui ont géré il y a une année ou 2 ans peuvent ne plus être là. Et lorsque vous découvrez les faits, vous devez avoir des mécanismes juridiques efficaces pour les récupérer, afin qu'ils puissent répondre des faits constatés. Dans un environnement où les antivaleurs deviennent de plus en plus élevés, partout au monde, on abandonne le contrôle a posteriori, on passe au contrôle concomitant, qui est ton pied, mon pied. C'est-à-dire, le gestionnaire est contrôlé au même moment qu'il est en train de poser les actes de gestion. Et plus grave, lorsqu'on a atteint des dimensions surélevées, on peut instituer un verrou de contrôle avant les actes de gestion. Comme en Belgique aujourd'hui, les inspecteurs des finances sont dans tous les ministères et ils donnent leur point de vue avant qu'un acte de gestion puisse être posé. Ils sont au niveau des contrôles a priori, avant l'acte de gestion. Et nous, au Congo, nous sommes encore au contrôle concomitant. Et c'est ce contrôle aujourd'hui qui pose un problème parce que nous n'étions pas habitués. On était habitué à un contrôle a posteriori où vous venez pour 1 mois, 2 mois, vous contrôlez quelqu'un, vous allez et vous faites des rapports, et généralement les rapports qui étaient dessinés dans les tiroirs des autorités. Nous avions changé de méthode et je vais revenir là-dessus. Et les contrôles concomitants ont l'avantage d'être permanents et ça peut prendre 2 ans. Lorsqu'on vous prend dans un contrôle concomitant, on peut y rester jusqu'à ce que vous intériorisez la bonne gouvernance. Jusqu'à ce que vous intériorisez les meilleures valeurs de gestion, c'est à ce moment-là qu'on peut lever les contrôles concomitants. Je voudrais également préciser la hiérarchie des contrôles dans notre pays. Nous avons les contrôles tels que le coordonnateur l'a dit, les contrôles parlementaires ou les contrôles politiques, qui est exercé par les parlements, l'Assemblée et le Sénat au travers des commissions économico-financières. Ces contrôles tiennent tout autre en État. Lorsque le Parlement de la République contrôle, c'est le contrôle supérieur, le contrôle suprême. Et ces contrôles tiennent tout autre en État et tout le monde doit lever l'angle. Le deuxième niveau de contrôle en termes de hiérarchie, c'est le contrôle juridictionnel qui est exercé par la Cour des comptes. Le Parlement et la Cour des comptes exercent essentiellement les contrôles a posteriori. Ils ne peuvent pas exercer un contrôle concomitant ou un contrôle a priori. Les 2 organes exercent le contrôle a posteriori, c'est-à-dire les contrôles qui portent sur les années antérieures, les rapports financiers étant rendus. La Cour des comptes a 3 compartiments en son sein. Nous avons les auditeurs, nous avons un parquet près de la Cour des comptes et nous avons la Cour elle-même. Les auditeurs sont des personnes qui descendent sur le terrain pour vérifier les comptes et faire rapport. Le rapport des auditeurs est exploité par les parquets près de la Cour des comptes pour déceler les actes de mégestion et des infractions. Et c'est les parquets près de la Cour des comptes qui défèrent les coupables de mégestion devant la Cour elle-même, la Cour des comptes. Le parquet ne peut déférer devant la Cour des comptes que, selon nos lois, les mandataires publics et les comptables. Les ministres
les gouverneurs et les ministres provinciaux ne sont pas justiciables devant la Cour des comptes. Donc, si la Cour des comptes devra mettre en justice devant sa juridiction les gestionnaires, il ne peut s'agir que des comptables publics ou des mandataires publics, à l'exception des ministres nationaux, des ministres provinciaux et des gouverneurs de province. Je voudrais enfin situer les contrôles de l'inspection générale des finances comme troisième niveau de contrôle. Alors, les lois de la République disent ceci: les contrôles de l'Assemblée tiennent tout autre en état. C'est-à-dire quand l'Assemblée intervient, tout le monde disparaît. Les contrôles de la Cour des comptes tiennent les contrôles, tout autre contrôle en état, à l'exception du contrôle de l'Assemblée, qui est au-dessus de la Cour des comptes. Ça signifie que quand la Cour des comptes intervient, si l'Assemblée est là, la Cour des comptes lève l'angle. Quand la Cour des comptes intervient, l'inspection générale des finances est là, le contrôle de l'inspection sur le volet a posteriori. Parce que la Cour des comptes ne fait pas un contrôle concomitant. Sur le volet a posteriori, la Cour des comptes tient le contrôle de l'inspection générale des finances qui est a posteriori à l'État. Et le contrôle de l'inspection générale des finances comme troisième levier de contrôle est supérieur à tous les autres contrôles qui puissent exister au niveau de l'exécutif. Je voudrais également préciser qui contrôle l'inspection générale des finances, qui contrôle la Cour des comptes. Ce qui s'est passé à ce niveau-là dans ce pays. C'est pire même que d'avoir volé et tué quelqu'un. C'est criminel. Mais c'est devenu un système. Quand vous découvrez ça, ça vous rend malade. Vous ne pouvez pas imaginer que des êtres humains peuvent être méchants à ce point. Nous vient du fait que lorsque nous avons constaté des irrégularités au niveau des exonérations et de compensations, nous avons posé le problème au président de la République. C'est dans une réunion du Conseil des ministres, c'est une fierté quand même pour nous d'entendre le Conseil des ministres, à la suite du contrôle de l'inspection générale des finances, exiger la rationalisation des exonérations et rappeler l'interdiction des compensations. C'était une fierté pour nous aussi qu'à la suite d'une mission de contrôle de l'inspection générale des finances, qui a eu quand même certaines condamnations judiciaires. Rappelez-vous, il y a eu le problème il y a eu un inspecteur général de l'enseignement primaire secondaire et un directeur du SECOPE qui ont été condamnés. En ce qui concerne les entreprises et les établissements publics, il y a eu des mandataires. Il y en a qui ont été condamnés, il y en a qui ont été remplacés, notamment à l'OCC, à la SCTP, au CEEC, à COBIL, à la Régie des eaux, à la sonorisation de pièces justificatives. Les documents qui servent au paiement d'une dépense ne constituent pas des pièces justificatives. Le ministre du Budget a produit un document, le VAT me compte des pièces justificatives. Alors, comme en fait nous avons constaté à partir de quelle province que nous avons pris l'option finalement de contrôler, d'encadrer les provinces. Pour le moment, nous sommes en encadrement dans la ville de Kinshasa, nous sommes en encadrement au Katanga, nous sommes dans l'encadrement au Lualaba, nous sommes dans l'encadrement au Congo central, mais nous avons aussi procédé au contrôle de gestion d'un certain nombre de provinces, le Katanga, le Lualaba, le Tanganyika, le Kwilu, le Maïdombe, Chopo, l'Équateur, le Maniema et Kinshasa. Je pense que ce sont là. Donc nous sommes là
parce que nous voulons en fait que l'implémentation, l'ancrage de la bonne gouvernance ne soit pas le fait seulement autour de la date du 15, et puisse veiller à ce que l'hyper sur les collations et divers avantages qui ont été accordés soient payés. L'encadrement des entreprises publiques et établissements publics a eu une conséquence importante, à l'exception de peut-être d'une entreprise. C'est que nous avons de manière significative remarqué une amélioration de la trésorerie des entreprises, de la trésorerie. Il y a même une entreprise qui aujourd'hui, vous serez surpris, a des dépôts à terme de 415 millions de dollars. Je dis bien 415 millions de dollars. Ça fait pratiquement un demi-milliard de dollars. Nous pensons qu'en tout cas, sans fausse modestie, qu'en tout cas l'encadrement de l'inspection générale des finances y est pour beaucoup. En ce qui concerne les dépenses, nous avons pris l'option de surveiller de manière permanente le compte général du Trésor. Nous avons déployé des inspecteurs au niveau de la Banque centrale, au niveau de la direction du Trésor et même maintenant au niveau de la direction du contrôle budgétaire. Cette surveillance du compte général du Trésor a permis quand même de récupérer certains fonds qui étaient dépensés pour des dépenses qui ne nous avaient pas semblé très claires. À ce titre-là, il y a eu 31 milliards qui avaient été récupérés parce qu'ils étaient destinés au paiement des primes des enseignants qui avaient encadré le TENAFEP. Nous avons récupéré 1,2 million de dollars sur les 2,2 millions qui avaient été déployés dans le but d'acquérir des avantages privés par le moyen de pots de vin, de népotisme, d'extorsion, de détournement de fonds, de paiement, de facilitation et de fraude. Et de ce point de vue-là, en tenant compte de cette définition, l'inspection générale des finances est en plein dans la lutte contre la corruption. En ce qui concerne les résultats, je vais les disperser autour de trois grandes rubriques. Je vais parler des résultats en ce qui concerne les recettes, ensuite des résultats au niveau des dépenses et enfin je parlerai de la suite qui a été réservée, des suites qui ont été réservées aux différentes recommandations que l'inspection générale des finances a eu à exercer. En ce qui concerne les recettes, nous avons eu à effectuer des missions qui n'ont pas manqué d'avoir un impact significatif sur les recettes. Le premier résultat, c'est que de 2017 à 2020, étant donné qu'on avait enregistré une contre-performance importante au niveau de la mobilisation des recettes en avril 2020, l'examen des causes de cette contre-performance avait révélé que les exonérations illégales pesaient pour beaucoup dans cette contre-performance. Et en analysant ces exonérations, nous avions constaté qu'il y en avait beaucoup d'illégales. Il y avait beaucoup d'exonérations illégales. Et vous avez le partenariat stratégique, vous avez les exonérations dérogatoires. De 2007 à août 2020, le manque à gagner total s'était chiffré à 5,4 milliards de dollars. C'est pratiquement le budget d'une année du gouvernement central. À cette occasion-là, l'inspection générale des finances avait recommandé la rationalisation des exonérations. Ce fut chose faite. Quelle est la conséquence? Ça veut dire que tous ceux qui bénéficiaient de ces exonérations-là, comme ils doivent continuer leurs activités, qui est le président de la République, c'est-à-dire que les missions de l'inspection générale des finances découlent d'un programme d'action. Mais ces missions peuvent également découler des dénonciations que l'inspection générale des finances reçoit. Ces missions peuvent également découler des réquisitions, dont une réquisition que l'inspecteur général des finances est tenu d'exécuter. Donc, c'est dans ces trois modes que l'inspection générale des finances déploie ses missions, sachant qu'il s'agit d'un service de contrôle, qui donc ne fait que du contrôle les finances publiques, et que c'est un contrôle supérieur à d'autres contrôles des finances publiques qui sont organisés par d'autres textes et à d'autres formes de contrôle des finances publiques qui sont
extérieure à l'administration. Voilà ce qu'est l'inspection générale des finances, ce qu'elle peut faire, comment elle peut le faire, avec qui elle peut le faire, et l'inspecteur général des finances, chef des services adjoints, va maintenant vous dire qu'est-ce qu'elle trouve lorsqu'elle fait ce contrôle dans ce domaine de compétences et de la manière dont on vient de se construire. Je dis, je vous remercie et je passe la parole à l'inspecteur général des finances, chef des services adjoints. Dans les textes qui créent l'inspection générale des finances, vous avez deux catégories. Prenons d'abord les ressources humaines, les moyens humains. Vous avez deux catégories de personnes. Vous avez d'abord le corps des inspecteurs des finances. C'est eux qui font le travail technique de l'inspection générale des finances, les missions de contrôle. Vous avez également un service administratif, financier et technique. Le rôle de ce service, c'est de gérer au quotidien et l'administration et les finances, qui calculent les rémunérations, ce ne sont pas les inspecteurs, qui calculent les congés et les décisions de congés, ce ne sont pas les inspecteurs, qui gèrent ce salle, maintiennent la climatisation, l'équipement sonore, ce ne sont pas les inspecteurs. Il y a un service administratif qui s'occupe de cela. Donc, on peut travailler à l'inspection générale des finances sans forcément être inspecteur des finances. Il y a une troisième catégorie de ressources humaines, mais cette catégorie n'est pas explicitement citée dans les textes qui créent l'inspection, mais découle du fait que dans ces textes qui créent l'inspection, on donne à l'inspecteur général des finances, chef de service, le rang de ministre. L'inspecteur général des finances, chef de service, a rang de ministre, rang de vice-ministre. Et par rapport à cela, ils ont droit d'avoir un cabinet qui est régi par le décret du Premier ministre organisant les cabinets ministériels. Donc, à l'inspection générale des finances, il y a également le cabinet de l'inspecteur général des finances, chef de service. Donc, on peut également travailler à l'inspection générale des finances sans forcément être fonctionnaire, parce que dans ce cabinet, c'est un cabinet politique, il n'y a pas de fonctionnaire. On peut travailler à l'inspection générale des finances sans être fonctionnaire. Le texte dit également que l'inspection générale des finances est placée auprès de l'exécutif. Cela veut dire que dans la sphère de l'exécutif, dans la sphère de l'administration, c'est là-dedans que l'inspection générale des finances exerce son contrôle supérieur et général. Mais qu'en dehors de l'exécutif, il y a aussi du contrôle. L'inspection générale des finances fait ce qu'on appelle alors un contrôle administratif. Non pas parce que ce contrôle porte sur les administrations, mais parce que ce contrôle est fait par une administration. Les autres formes de contrôle qui évoluent en dehors de l'exécutif, c'est d'abord le contrôle parlementaire. Le Parlement est également un organe de contrôle. Il dispose en son sein de la commission ECOFIN qui fait un contrôle sur les finances publiques. Le Sénat, avec l'Assemblée nationale constitue le Parlement, a également une commission ECOFIN qui peut faire un contrôle des finances publiques. Et c'est un contrôle parlementaire, politique. Il est en dehors du contrôle que l'inspection fait, qui est un contrôle administratif. Vous avez entendu, si je peux me permettre cette digression, toute la polémique qu'il y a eu autour de la taxe arabe, dont s'est saisie la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale,
la commission ECOFIN, en se saisissant de ce problème, a décidé de faire un contrôle sur les finances publiques. Et c'est dans ses compétences. Donc il n'y a pas que dans l'administration qu'on trouve du contrôle. En dehors de l'administration, il y a également le contrôle juridictionnel, qui est exercé par la Cour de compte. C'est un contrôle qui est spécifique aux finances publiques, qui est exercé par la Cour de compte. Donc on peut dire que c'est le pendant de l'inspection générale des finances, mais dans l'ordre juridictionnel. Évidemment, il y a des décalages, des écarts. Il n'y a pas une superposition parfaite. D'abord parce que la compétence de l'inspection générale des finances est définie par rapport aux opérations financières que l'État, les entreprises, les provinces peuvent faire en recettes comme en dépenses dans tout ce qui concerne les finances publiques. Par rapport aux opérations. La compétence de la Cour de compte est définie par rapport aux comptes publics. Et si les comptes publics ont rendre compte des opérations, pour contrôler les comptes, vous devez d'abord attendre que ces opérations soient passées dans des comptes. Donc, une des conséquences, c'est que la Cour de compte fait un contrôle a posteriori. Parce que la Cour de compte intervient pour juger les comptes. Et les comptes n'existent que lorsque les opérations sont déjà réalisées et sont retranscrites dans le compte. Mais l'inspection générale des finances, dont la compétence est définie par rapport aux opérations, la loi lui reconnaît le pouvoir de faire un contrôle a priori, un contrôle concomitant ou un contrôle a posteriori.